Donc on va parler de structure. Je vous ai mis une jolie image de feuille parce que on va parler d'arborescence, évidemment. Et c'est parti. Donc l'arborescence vue par un humain, imaginée par un humain, c'est le mind map qu'on a tous en tête. Alors je vous ai mis un exemple très simple avec un hôtel. Donc évidemment, quand on va commencer à décrire l'établissement, on va parler des chambres, puisque c'est quand même ce qu'on vend. On va parler des séminaires, parce que c'est aussi ce qu'on vend si on en propose. On va parler des événements qui sont possibles d'organiser dans l'établissement, etc. Voilà. Donc ça, c'est un humain qui va imaginer la structure arborescente de son site. Maintenant, on a aussi un robot, des robots, qui vont avoir une approche de l'arborescence qui va être évidemment différente de ce qu'un humain peut se représenter. Donc je vous ai mis un petit graphe. Je pense que tout le monde commence à avoir l'habitude de ce genre de représentation graphique. C'est des outils qui nous aident à comprendre l'arborescence d'un site complexe, qui nous aident à voir et détecter des problématiques qui sont liés au maillage interne. Et évidemment, les robots ont une vision qui est tout autre de celle que nous, on peut avoir. On a souvent le problème en SEO où on va parler au client. Le client, il va dire « bah oui, mais moi, mon site, mon arborescence, c'est mon menu ». Non, pas forcément. On peut être sur des sites complexes, on peut être sur des sites très simples où, évidemment, le menu est très représentatif de l'arborescence, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de visualiser le site depuis l'espace, en gros, si on peut s'imaginer regarder un site de très loin et visualiser son arborescence. On va tomber sur des outils qui vont nous permettre justement de faire cette chose-là. Parce que ce n'est pas toujours évident de parcourir le site, d'imaginer une arborescence complexe sur des sites à 8 pages. Oui, c'est fastoche. Sur des sites à 500 000 pages, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a des outils comme Gephi, qui sont c'est un outil gratuit, là, pour le coup, où cet outil-là, on va lui importer le résultat d'un crawl, et il va nous permettre de faire une représentation graphique de l'arborescence du site. Donc, je vous passe les détails. Il y a plein de tutos sur Internet pour savoir comment on fait ce genre de représentation graphique gratuite avec Gephi. Je dis bien gratuite, et j'insiste là-dessus, parce que c'est gratuit en argent, mais c'est pas gratuit en temps. Mais ça donne des représentations qui sont pas mal. On a une nouveauté avec Screaming Frog depuis quelques mois, qui nous permet de visualiser le site en partant du crawl, donc, ou en partant de l'arborescence qui est indiquée par les sous-dossiers. Donc on va obtenir des représentations de ce type qui vont nous permettre de spatialiser le site, de comprendre la manière dont les pages se répartissent, dont l'ensemble des pages communiquent, et qui va nous permettre aussi de répertorier les grands espaces, les grands sous-dossiers, les grandes parties du site qui nous importent. Donc déjà, avec ce genre de représentation, on va pouvoir trouver des choses auxquelles on ne s'attend pas. Typiquement, on a un menu principal avec des catégories, on a tous l'habitude d'utiliser des menus de navigation. Et finalement, on va se retrouver avec un graphe qui ne représente pas ces différentes catégories auxquelles on s'attend. Donc déjà là, on peut se dire « Oh, c'est bizarre, comment ça se fait ?» Donc c'est vraiment une analyse macroscopique des choses. On n'est pas là pour analyser le détail, on est là pour détecter des problématiques qui sont difficilement détectables quand on parcourt le site à la main. En particulier quand on a des très gros sites à analyser, évidemment, à la main, on va y passer un temps fou, et surtout, on va louper des trucs. C'est obligatoire. Donc, on a aussi un outil qui s'appelle cocon.se, qui nous permet de faire ce genre de représentation.
Et c'est en particulier avec cet outil-là que je vais vous présenter les différentes typologies de problématiques qu'on peut trouver sur un maillage interne, parce que c'est la Rolls-Royce. Clairement, on a. Alors, j'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit avec Cocon SE, hein, mais c'est un outil qui me permet, en tout cas, de visualiser des problématiques de maillage interne. Et puis en plus, ça se vend bien auprès du client. Cela dit, il faut quand même pouvoir activer des choses. Hein. C'est pas le tout de mettre des jolis dessins sur un audit. Il faut pouvoir trouver des choses à activer par rapport à ça. Donc, on va voir les différents cas d'optimisation, les différentes problématiques qu'on peut trouver sur du maillage interne. C'est des problématiques qu'on a tous. Hein. Clairement, je ne vais pas vous présenter des choses que vous ne connaissez pas. Là, on est sur des choses qui sont très simples. Typiquement, la profondeur des pages. Voilà. Ça, c'est un problème qui est récurrent dans les sites Internet. On peut très bien avoir des structures de sites Internet qui vont être trop profondes, où il va falloir faire 50 clics avant de trouver une page. Bon, bah là, ça commence à poser des problèmes. On va, de manière graphique, se retrouver avec des choses comme ce que j'ai entouré là, où on va avoir des pages qui s'enchaînent les unes les autres. Donc ça, en fait, c'est juste la représentation du nombre de clics qu'il faut faire pour tomber sur la page finale. Donc déjà là, on voit clairement qu'il y a un problème. Comment ça se fait que quelqu'un a imaginé une structure de navigation de ce genre où on est obligé de faire 4 clics pour atteindre une page? Alors que le site, il est petit. Hein. On est sur un site de 25 pages. Donc déjà là, il y a un problème. L'idée, ça va être évidemment de trouver quel est ce problème. La plupart du temps, c'est des paginations. Mais ça peut aussi être des pages qui sont... où on va trouver la première page qui va parler de la deuxième qui va parler de la troisième, et la troisième qui va parler de la quatrième, et on se retrouve finalement avec des choses qui sont innavigables. Hein, c'est pas très agréable d'aller faire 4 clics pour trouver son information. On a aussi des structures complexes, comme celle que je vous ai mis à droite. Bon, bah là, on est sur un site qui ne fait pas 25 pages, hein, je pense que vous avez tous vu. Ici, on va tout de suite voir. Ici, on va clairement voir que les niveaux de profondeur sont beaucoup trop importants à partir de la couronne rouge, ce que j'ai représenté par la couronne rouge. Hein, évidemment, c'est moi qui ai rajouté cette couleur. Donc, juste pour vous faire un petit brief sur la manière d'interpréter ce genre de graphe, les cercles verts qui sont au centre représentent le premier niveau. Donc c'est ce qui est accessible en général depuis la navigation principale ou depuis la home. Ensuite, en orange, on va avoir le deuxième niveau, etc. Plus on va changer de niveau de profondeur, plus on va avoir des couleurs qui vont être sombres. Et ça, justement, ça nous permet de trouver, au sein d'un site complexe, des structures qui vont beaucoup trop loin. D'accord ? Donc on va voir, évidemment, ce qui peut nous poser problème là-dedans. On a, par exemple, des joujoux. Ce que j'appelle des joujoux, c'est les wishlists, par exemple. Sur une fiche produit, on a un bouton « Mettre en favori ». Ça sert à rien, on est tous d'accord. Mais bon, les clients, ils aiment bien. Donc on a un petit cœur, on clique sur le petit cœur. Et il se trouve que le petit cœur, c'est un lien à href qui pointe vers une page avec un point d'interrogation, donc des jolis paramètres d'URL. Et en général, c'est intercepté en Ajax, donc ce qui fait qu'on envoie ça en wishlist, c'est transparent pour l'utilisateur, mais c'est pas du tout transparent pour le moteur de recherche. Lui, le moteur de recherche, à chaque page produit, à chaque page produit, il va trouver une nouvelle page. Et là, c'est un problème, clairement, puisqu'en plus, c'est des pages qui servent à rien. Si vous affichez ces pages de manière réelle, sans interception Ajax, vous avez des pages vides. Donc si on se représente un site comme étant un arbre, on a le tronc, on a les branches,
Et on a les feuilles. Si on parle d'un e-commerce, les feuilles, ça va être les produits. D'accord? Et donc là, on se retrouve finalement avec un arbre qui a des feuilles attachées aux feuilles. C'est moche. C'est très moche. Et ça, il faut faire très attention, parce que c'est du temps de crawl, parce que c'est des pages qui sont vides de sens, c'est des pages qui vont nous faire perdre du temps en termes de travail robot, et donc ça nous pose des sérieux soucis. Donc clairement, ici, on le voit, on a une verrue. Le site est représenté avec des couleurs qui sont à peu près uniformes, et tout d'un coup, on se retrouve avec cette espèce de brouillard bleu, là. Eh ben, voilà. Intéressez-vous à ces choses-là. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est? Quand on survole les pages, on va tout de suite, enfin les nœuds qui sont dans le graphe, on va tout de suite s'apercevoir de ce que c'est. Et c'est quelque chose que vous auriez pu louper à la main, parce que finalement, le petit cœur, bah, vous n'avez pas fait gaffe. Mais c'est un lien. On a les méga menus. Alors les méga menus, bon, ben, ça fait couler pas mal d'encre. Voilà ce que c'est en représentation graphique un méga menu. Donc ici, à gauche, on voit une couronne verte qui est très importante. On a même une double couronne verte. Donc ça, c'est typique du méga menu, où finalement, toutes les pages qui sont linkées sur ce méga menu ont toutes la même importance. Alors que là-dedans, on a des catégories, des sous-catégories, voire même des sous-sous-catégories, qui ont toutes une importance différente. Les catégories, en général, on est sur des termes génériques qui ont besoin de beaucoup de puissance pour pouvoir ranker. Et sur les sous-catégories, on est sur des termes qui sont un petit peu plus de longue traîne ou de moyenne traîne. Et ces pages-là ont moins besoin de jus pour ranker. Alors que là, on apporte le même jus à tout le monde. Donc, l'idée, ça va être non seulement de répartir le jus de manière intelligente pour mettre beaucoup plus en valeur les pages sur lesquelles on va avoir des difficultés à ranker, et on va envoyer un petit peu moins de jus à des pages qui auront moins de difficultés à ranker. D'accord? Et c'est quelque chose qui est aussi quand même très important, c'est qu'on va forcer le moteur de recherche à passer par la catégorie avant de trouver la sous-catégorie. J'utilise souvent l'exemple du ski. Donc, admettons, on a un site de vente en ligne de ski. On vend des skis alpins et des skis de fond. Et dans notre méga menu, on a alpin et fond, parce qu'on ne va pas répéter ski tout le temps. Enfin, voilà. Mais si le moteur de recherche, on lui propose alpin et fond, comme ça, direct, cash, ça veut rien dire. Fond, en tout cas, ça veut rien dire. Alpin, tout seul, sorti de tout contexte, ça veut rien dire. Si on le force à passer par ski avant de découvrir alpin et fond, ben il va forcément savoir qu'on parle de ski alpin et de ski de fond. C'est bon pour tout le monde? Oh, vous êtes drôlement sage. Donc le méga menu, c'est une excellente idée, ou pas, hein, mais bien souvent, ça facilite quand même la navigation de l'internaute, mais par contre, ça ne facilite pas du tout la compréhension du robot. Donc l'idée, ça va être de mettre en place soit un système de navigation forcé où on va être obligé de passer par ski avant de trouver alpin et fond, ou alors, on va obfusquer les éléments de menu, c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va cliquer dessus, ça marchera, ça fera exactement comme si c'était un lien. Par contre, le robot de recherche, pour lui, ce ne sera pas un lien. Donc, ça ne transmettra pas de PageRank. Alors, on a d'autres aberrations. Ça, c'est la représentation des tags. Je vous parlais tout à l'heure d'un arbre avec, évidemment, au bout de la chaîne, on a des feuilles, d'accord? Et là, on voit des tags. Je vous les ai encadrés. Ça, c'est typique des tags mal utilisés. Les tags, de toute façon, c'est toujours mal utilisé.
Je connais très peu de gens qui ont bien utilisé les tags. Les tags, représentés ici, sont des feuilles des feuilles. C'est moche. Hein? Imaginez un arbre avec des feuilles aux feuilles. Ça n'a aucun sens. Les tags sont des éléments de regroupement, au même titre que les catégories. Donc pourquoi on se retrouverait avec des éléments de regroupement qui sont au bout de la chaîne? Non. Les éléments de regroupement, ils devraient être au même niveau que toute la couronne orange. C'est des éléments qui sont là pour lister des feuilles. Donc, c'est des branches. Mais la plupart du temps, les tags, c'est « Oh bah oui, on a rempli les tags dans WordPress, c'était super. » Ouais, bah, ça sert à rien. Et puis en général, les gens ils font des tags qui correspondent exactement aux catégories. Et puis en plus, ils remplissent pas les pages de tags. Donc on se retrouve avec des listings abracadabrants qui servent à rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur une représentation graphique. Ensuite, alors, je pense que vous ne voyez pas super bien. On a les navigations à facettes. Alors ça, c'est souvent le bordel. À gauche, vous avez la navigation à facettes, ce que j'appelle open bar. Navigation à facettes open bar, c'est-à-dire que toutes les facettes sont cliquables et toutes les facettes représentent une page. Donc là, c'est la plupart du temps les plugins habituels qui font ça. Oh, bah, j'ai installé le plugin de navigation à facettes, mes utilisateurs sont contents. Ouais, super. Sauf qu'au niveau du graphe, c'est le bordel. C'est un bordel sans nom. D'accord? Et l'objectif, c'est de maîtriser ces facettes. De se dire, ben, cette facette-là, slip bleu, j'ai du volume de recherche. Slip rose à point, j'ai pas de volume de recherche. Donc, je vais essayer de travailler mes facettes pour qu'elles me servent et non pas pour qu'elles soient subies par les moteurs de recherche. Et là, ce que vous voyez à gauche et à droite, c'est justement le travail qui a été fait sur les facettes de manière intelligente, où on s'est dit, ben, toutes les facettes ne sont pas utiles, et finalement, on a besoin de certaines facettes qui vont représenter des catégories, qui vont lister des produits recherchés. Et on se retrouve avec un graphe à droite, c'est exactement le même site, hein, d'accord? Avec un travail qui a été fait sur la navigation à facettes. C'est quand même beaucoup plus compréhensible comme ça à voir de loin le graphe qu'on voit à droite que le graphe qu'on voit à gauche. Hein, clairement, là, le graphe qu'on voit à gauche, on se rend tout de suite compte que c'est le bordel. D'accord? Et donc, le travail sur les différents éléments de maillage interne, c'est quelque chose que finalement, quand on a l'habitude de voir ce genre de représentation, on va pouvoir imaginer, on va pouvoir se dire, ben, je vais passer de ce graphe-là, que vous voyez à gauche, à ce graphe que vous voyez à droite. En tout cas, on a une idée, évidemment pas précise, mais on peut se dire, ok, je vais faire pour que ce soit plus lisible, même si on ne voit pas le détail. Hein. L'idée, c'est vraiment de travailler de manière macroscopique. Et là, on va se rendre compte que, ben oui, nous, déjà, on a plus de facilité à comprendre et à discerner les différentes zones du site sur le graphe de droite que sur le graphe de gauche. On va trouver les paginations aussi. Alors, ben, je vous en ai montré tout à l'heure avec les profondeurs. Les paginations vont nous donner des niveaux de profondeur qui peuvent parfois être trop importants. Ici, on le voit totalement. On a des enchaînements de groupes de pages qui n'ont pas lieu d'être. Donc ici, ben, la préco qu'on va donner, c'est d'augmenter le nombre de produits par page, par exemple, ou d'afficher tous les liens de la pagination. D'accord? La pagination, on peut avoir tous les liens qui sont affichés. On peut avoir 1, 2, 3 petits points, 5, 6, 3 petits points, 54, 55. Ou on peut avoir suivant, précédent. D'accord? Suivant, précédent. Sur certains templates de base de WordPress, c'est habituel. On se retrouve avec des choses qui sont de ce style.
Ensuite, on a le fil d'Ariane. Ça, c'est un élément de maillage interne qui est très important aussi, mais qui peut foutre le bordel si c'est mal utilisé. D'accord ? Et en termes de maillage interne, son objectif, ça va être de renforcer les sous-catégories, enfin les sur-catégories, pardon, de produits. Et chaque produit va venir renforcer la catégorie à laquelle il appartient. D'accord ? Et chaque sous-catégorie va venir renforcer sa catégorie parente. Donc le fil d'Ariane, c'est pas qu'un élément pour l'utilisateur, hein, c'est aussi un élément de maillage interne. Ensuite, on a la question des liens fonctionnels. On va se retrouver avec des liens contacts, des liens CGV, des liens parfois vers le panier, où on se retrouve avec des pages qui sont énormes, qui sont même plus grosses que la page d'accueil. Là, il y a une sérieuse perte de PageRank. Google doit le gérer d'une certaine manière, mais autant lui faciliter la tâche en réduisant l'importance de ces pages. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'obfusquer l'accès aux pages contact, livraison, enfin toutes celles qui n'ont pas valeur à ranker. Je les obfusque sur toutes les pages, sauf sur la home. Je laisse quand même un accès depuis la home en me disant que peut-être ça peut servir. En discutant avec Vincent Courson hier, apparemment, il me dit que c'est plutôt utile pour des quality writers, mais pas forcément pour la machine. Bref, ça peut être quand même un élément qui est pris en compte par le moteur de recherche. Techniquement, tout ce que je viens de vous dire permet d'optimiser la circulation du PageRank au sein du maillage, au sein du site. Et donc, de donner l'importance nécessaire aux pages qui vont nécessiter de ranker. Donc, plus on va être sur de la courte traîne, plus ça va être compliqué, plus il va y avoir de concurrence, et donc plus il va falloir donner d'importance à nos pages, et plus on va être sur de la courte traîne, moins on aura besoin d'importance, et donc finalement, cette visu va nous permettre aussi de pondérer le PageRank qu'on va apporter aux différentes pages. Et si on regarde ici, il y a un petit effet, c'est con, quand on rajoute une famille de pages sous une autre, on se rend compte que le PageRank interne de la page catégorie, hein, ici pour le coup, si on imagine qu'on a des produits et même voire des sous-catégories en dessous du nœud qui est montré par la flèche, on va avoir un PageRank qui augmente. Hein, la taille du nœud, là, a changé. OK ? On va aussi travailler de cette manière-là la concentration sémantique. Alors attention, ne reprenez pas ce terme qui pourrait choquer certains. Enfin, en tout cas, réutilisez-le à bon escient. Mais on va finalement créer des silos. Hein. Vous avez tous entendu parler de silos. Mais finalement, quand je parlais de ski alpin et fond, c'est l'exemple type de ce genre de concentration sémantique. On va concentrer la thématique par branche. Je vous donne ici une technique d'obfuscation, celle que j'utilise habituellement, qui fonctionne très bien. On remplace les ahrefs par un button avec un événement onClick, et ça suffit à ne pas transmettre de PageRank. Par contre, l'utilisateur, lui, il va évidemment se promener exactement comme si c'était un lien. D'accord ? Et notez bien que l'élément button est important. Si on met un span on-click, ça ne marche pas de la même manière. L'élément button est important dans cette histoire. Au niveau des résultats à attendre, on a une meilleure compréhension du robot. Donc on passe d'une structure qui est complexe, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la structure où on avait les petits joujoux avec les wishlists sur la partie bleue qui est à droite, là. Et donc le travail qu'on a fait avec le client donne le graphe qu'on a à droite. C'est un site que je vous donne ici, hein, vous pouvez aller vérifier, c'est lespassionnésduvin.com. Et donc, vous avez ici matérialisé la mise en place des précaux, la date de mise en place des précaux, sur une courbe Yuda Insight. Donc on voit tout de suite que la visibilité a clairement augmenté après la mise en place des précaux.
Évidemment, on n'a pas fait que du maillage interne, mais c'est la plus grosse partie des précaux qui ont été faites. Et ensuite, on a commencé à travailler le texte. Et donc, c'est la deuxième partie du graphe que vous voyez qui est en train de, enfin, du graphique qui est en train de monter. C'est le travail sur les textes au niveau des nœuds de catégorie. On a renforcé les catégories en plus du travail d'optimisation du maillage interne. Un deuxième exemple. Là, on se retrouve avec un méga menu. Voilà, à gauche. Hein, toute la couronne que vous voyez autour, c'est des éléments de menu. Donc, magnifique. Et l'idée, ça a été justement de concentrer les thématiques et de travailler branche par branche pour donner le résultat que vous avez à droite, qui est, là, pour le coup, aussi le même site. C'est pas le même site que tout à l'heure, hein, mais ce que vous avez à gauche et à droite, on est bien sur un avant-après. Et là, je ne vous le rends pas officiel. Normalement, je ne l'ai pas mis. Non. Voilà les résultats qu'on peut attendre aussi. Donc, c'est des résultats qu'on peut attendre sur des sites complexes de plus de 10 000 pages. Faut compter à peu près 3 mois pour... Enfin, on constate déjà des améliorations au bout de quelques semaines, mais au bout de 3 mois, on va vraiment profiter à fond de ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci à vous tous.